L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité auprès de ceux qui font bouger le territoire et qui, on l'espère, vont bien vous inspirer. Ce soir, on retourne sur les bancs du lycée ou plutôt au fourneau, au service, avec des lycéens et leurs proviseurs qui ont vécu un événement inespéré, déterminant pour leur carrière. On retourne dans le désert aux côtés de celui qui remet sa couronne en jeu, la victoire sur le Dakar, à bord d'un quad. Et on va découvrir toute une tranche de vie aux côtés des anciens qui ont affronté la rudesse des sommets avec le sourire. Bienvenue Nicolas Barachin. Je suis très heureuse de vous recevoir. Vous êtes l'auteur du documentaire La parole des anciens, diffusé sur Télé Grenoble. Cette parole des anciens recueillie auprès des habitants du hameau de Charpieu, en Belledonne. Vous allez tout nous dire dans un petit instant. Il a été le premier Français vainqueur de l'épreuve sur quad en janvier 2022. Un an plus tard, il repart pour l'aventure avec en plus un titre de champion du monde des catégories quad, des rallyes catégorie quad. Quad et rallye. Et quad et rallye. Bravo, Alexandre Giroux. Merci. Merci beaucoup d'être là. Et bonsoir, Warda Lator. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes proviseur du lycée hôtelier Lady Guerre. Aurélane Cros et Clément Gaspard, vous êtes avec nous, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Et bravo à vous. Vous êtes tous les deux lycéens en terminale et vous avez participé à l'événement gastronomique, non pas de l'année, mais du siècle. Allons-y, la finale du concours, un des meilleurs ouvriers de France, donc MOF Cuisine. C'est une chance inespérée pour vous, vous vous en rendez compte ? Oui. C'était une grande chance et c'était incroyable, très très inspirant. C'était au mois de novembre. Aurélane, on est redescendu quelques jours après, quelques semaines après. Oui, c'est sûr que ça restera un souvenir gravé, mais sur le moment, c'était très très impressionnant et on s'est rendu compte qu'on avait une grande chance. Un peu tendu quand même tout ça, on va le revivre et c'était dans votre établissement, Warda Lator, un baptême du feu. Vous êtes proviseur depuis la rentrée dernière et vous saviez déjà que cet événement aurait lieu dans votre établissement avant d'être nommé ? Oui, tout à fait. Mon prédécesseur m'en avait informé. Pas mal pour commencer quand même dans un établissement. Beaucoup d'enjeux. Oui. C'est sûr, et une chance merveilleuse aussi pour vous. J'imagine que vous avez vécu vraiment un événement qu'on n'oublie pas et qui est formateur aussi pour la suite. Tout à fait. Incroyable, je reprends les termes de Clément. Un événement qui mobilise tout le monde et qui met en lien très rapidement avec tous les acteurs du territoire, en fait. Oui, tout le monde était dessus. On y retourne. Là, c'est plutôt jeudi 17 novembre, le point d'orgue, la remise des prix. Et alors, regardez un peu, elle fait mal au cœur cette image parce qu'on est suspendu aux lèvres d'Alain Ducasse qui annonce... en plus, il a fallu attendre. Les heures ont été longues avant ce verdict. Donc, on peut comparer cet événement au JO. Et ici, c'est le podium. Sauf qu'il n'y a pas de deuxième ou de troisième. Il n'y a que des champions. Il y en a 8 cette fois-ci sur 30 finalistes. Cet événement n'a lieu que tous les 4 ans. Ces cuisiniers se sont préparés comme des athlètes de haut niveau qui doivent tenir le coup physiquement, qui doivent être à jour de toutes les techniques, qui doivent les exécuter dans un timing précis. Ça doit être beau, bon, bien fait, selon des règles d'hygiène, de présentation. C'est ultra codifié sous le regard du jury. 50 chefs, pour moitié des MOF, des chefs étoilés emblématiques aussi pour le reste ou pour les deux à la fois. Quelle pression. Énorme. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est quand même un examen, un concours validé par l'Éducation nationale. De ce fait, effectivement, il faut que la machine tourne. Il y a plusieurs milliers de candidats au départ des sélections. Oui, tout à fait. Et on arrive à la finale avec 30 candidats. Voilà. Mais il y en avait, en gros, selon les années, entre 300 et 500 au tout départ. Et alors, vous étiez commis tous les deux en cuisine ? Oui. Alors, c'est-à-dire, alors déjà, est-ce que vos candidats respectifs ont gagné ? Oui. Moi, non. Mais une belle expérience quand même. Oui. Et vous, oui, alors ? Oui.
Ça veut dire que vous pouvez avoir une petite part, ça compte en fait pour la suite, ça peut être remarqué. C'est sûr qu'il y a déjà un énorme mérite à avoir participé à ce concours et avoir eu la chance que notre candidat gagne. C'est une énorme chance et très appréciable de faire ce concours. Oui, alors le lauréat, donc il y en a 8, peut porter désormais la collerette tricolore. Vous avez même pas une petite bande, non? Parce que c'est notamment grâce à vous. Oui, mais en partie, c'est rien comparé au travail du candidat. Mais quelle chance! Alors, c'était la première fois que la finale se déroulait à Grenoble. La demi-finale avait déjà eu lieu. Oui, tout à fait. Et déjà dans votre établissement, à Lesdiguières, c'était en 2017. Alors, c'est le président des MOF de l'Isère, Philippe Girardon, qui a vraiment été l'artisan de cet événement, qui s'est battu pour que ce soit ici à Grenoble. C'était la première fois qu'on voyait autant de toques, et notamment étoilés ou auréolés de la bannière tricolore déjà dans votre établissement. Hein. Ah oui, on n'en avait jamais vu autant. Et je ne sais pas si c'est si occasionnel de réussir à regrouper autant de toques et de chefs étoilés. Hein. Oui, alors Régis Marcon, 3 étoiles, Johan Comte, pareil. Maxime Roth, Christophe Quentin, enfin, et j'en oublie. Là, Philippe Etchebest, lui, on ne va pas l'oublier, il est très médiatisé aussi. Et donc, comme Paul Perret aussi, hein, son compère de Top Chef, bien sûr, Jean Sulpice. Virginie Basselot aussi, le président du jury Alain Ducasse évidemment, on ne peut pas tous les citer, mais les plus grands maîtres sont là, ce sont des chefs qui vous font rêver. Bien sûr. C'est pour moi des modèles et c'était impressionnant de pouvoir cuisiner et de les avoir en face. Ils vous ont donné envie de cuisiner? Puisque ces personnes sont de plus en plus médiatisées, il y a aujourd'hui beaucoup de communication autour des chefs étoilés ou des MOF, ça fait partie de votre inspiration? Oui, bien sûr. Et alors, travailler sur le regard de ces gens-là, là on voit Régis Marcon ici, comment vous étiez, dans quel état d'esprit? C'était un petit peu stressant, mais c'était vraiment chouette. Et puis même quand ils nous disent « bravo, continue » ou « c'est bien », et ben, ça me motive et c'est super encourageant d'entendre ça de nos modèles, quoi. Enfin, ils vous parlent? Oui. Ils peuvent nous parler, oui. Eux, ils ont le droit de vous parler. C'est assez silencieux quand même dans les cuisines. Oui, c'était silencieux. Et vous vous êtes préparé comment pour cet événement-là? On avait eu la fiche technique avec le menu qu'ils avaient réalisé, du coup on avait pu voir avant. Très peu de temps avant. Hein. Oui, mais par contre c'était confidentiel, donc on ne savait pas notre candidat. Donc sur ça, on n'a pas pu se préparer avec notre candidat. Mais par contre, oui, on a pu voir le menu qu'ils avaient à préparer. Alors, de mémoire, Clément, c'était tartine de homard. On va résumer. Oui. Médaillon de chevreuil. C'est ça. Et puis un dessert, je crois que c'était... Et puis un dessert mousse de chartreuse, avec beaucoup de produits locaux comme la noix de Grenoble. Très très bien, bien inspiré. Alors, vous les connaissiez, ces produits? Oui, bien sûr. C'est des produits du territoire. Alors, quel a été votre rôle ici? C'était surtout des tâches préliminaires qui nous étaient données, comme faire des taillages ou bien des petites tâches comme un chutney de pommes, de coin ou de poire. Des tâches assez simples mais qui pouvaient être vraiment super intéressantes et beaucoup aider le candidat. Vous n'étiez que 2 commis, je crois, hein, oui. par candidat. Oui. Et vous rencontrez combien de temps avant? On sait très peu de temps, 10 minutes avant, avec quel autre commis on va être. D'accord, donc vous rencontrez avec le candidat, on se met un petit coup de pression et on y va. Oui, c'est ça. Vous êtes conscient que vous pouvez le faire échouer aussi? Oui, c'est un gros stress. Donc, est-ce qu'ils vous ont mis en confiance? Vous avez eu des petits rituels peut-être aussi, des mots? Je pense que c'est dur quand même pour eux de nous mettre en confiance, déjà qu'eux sont très stressés, mais moi je sais que mon candidat, il a été très compréhensif et il a commencé doucement et puis après il a un peu, je pense, évalué notre niveau et à partir de là, il a pu continuer à nous faire avancer. Est-ce que c'est une expérience qui peut leur permettre de se revoir plus tard aussi? Juste une toute petite précision, le candidat est évalué aussi sur sa capacité à gérer son équipe. À manager. Voilà, donc en fait, à la limite, c'est à lui de savoir se placer au niveau de l'équipe qu'il va avoir. En même temps, quand on désigne, nous, les commis, on avait un cahier des charges. Donc, on va dire que globalement, c'était assez équilibré. Il y en a qui ne se trouvent pas bien, qui peuvent à un moment donné avoir une émotion, revenir. Ça a été le cas pour une élève commis.
Et c'est pas grave. Non, Ça arrive. non. Et puis on avait une réserve, donc on a permis à cette candidate qui ressentait le stress quand même de manière importante de pouvoir renoncer à être présente sur la totalité des épreuves, ce qui rassure aussi le candidat. Alors, vous parliez de la capacité du candidat à manager, pas que. Le candidat est aussi observé sur sa démarche écologique. Oui. Ça, c'est nouveau. Comment est-ce qu'on peut réutiliser des pelures de pommes pour faire un jus, ou est-ce qu'on met les produits dans la bonne poubelle, les emballages, etc. Ça, c'est nouveau pour vous et vous êtes formé à ça? Oui, bien sûr. Au lycée, on apprend déjà tout ce qui est compostage, le tri des déchets, ce qui est très important pour le futur. Bon, et puis le service. Alors le service, là par contre, il n'y a pas un bruit. Donc on observe. Warda, c'est millimétré. Une assiette doit être dans le bon sens. C'est aussi de la... il n'y a pas que le candidat qui dépose pour le service. Non. Alors en fait, les assiettes sont récupérées par les commis de service et sont présentées aux différents jurys qui vont évaluer. Le candidat a sa charge de placer dans le bon sens sur le plateau pour que les élèves puissent aller présenter. Alors, on sait que Aurélane, vous étudiez aussi le service, c'est-à-dire cuisine et service. On apprend à tenir correctement un plateau. Alors, vous étiez que en cuisine, Oui, mais moi, j'étais qu'en cuisine. voilà. Trébucher, ça peut arriver, présenter dans un autre sens. C'est ça, en fait, la rigueur du service, être synchro Oui, aussi. c'est compliqué, oui. Et puis, même là, oui, de mettre les assiettes tout comme il faut. Et même, elles étaient prises en photo avant, si jamais il y avait un problème, justement, dans le service, pour que les jurys puissent quand même voir, on va dire, l'état de l'assiette avant qu'il y ait un problème. Oui, et la dégustation, alors ça, c'est un rituel. C'est à voir. J'ai eu beaucoup de chance, moi, justement. L'organisation nous a permis d'y assister. Personne ne se voit. On est dans des petits compartiments. On se regarde. On décloche simultanément. On présente les assiettes. Tout à fait. Un rite. Et effectivement, les jurys vont déguster chaque plat. Et ils vont faire ça pendant 2 jours. Vous parliez de diététique tout à l'heure. Oui, voilà. C'est ça, puisqu'il y a 30 candidats, donc 2 fois 15, et chacun prépare, je crois que c'est 8 assiettes. 8 assiettes. Et donc on regarde bien si la sauce, elle prend, si elle nappe. Est-ce qu'elle nappe bien? Parfait. Donc c'est très, très, très codifié, et donc pour vous aussi, alors? Oui, il y a beaucoup de paramètres qui sont pris en compte pour l'envoi surtout. Il y a un temps donné pour envoyer tant d'assiettes, c'est vraiment chronométré et il n'y a pas de seconde à perdre. Oui, sinon il y a des pénalités. Oui, bien sûr. Alors Aurélane, votre intitulé c'est Terminale technologique STHR, c'est ça? Sciences, technologies de l'hôtellerie et de la restauration. Alors ça veut dire que vous apprenez tous les métiers de la gastronomie en fait? Oui, c'est ça. On a du service, de la cuisine et de l'hébergement. D'accord. Et ça vous destine à quoi? Et du coup, vu qu'on fait autant, il y en a qui vont plutôt partir en service, d'autres en cuisine. Après, on peut continuer sur un BTS et c'est en BTS qu'on peut plus se spécialiser sur ce qu'on affectionne le plus. Et du coup, est-ce que cette expérience vous a permis de changer peut-être votre fusil d'épaule? Non, pas vraiment. Moi, je suis plutôt positionnée sur la cuisine et ça m'a encore plus positionnée du coup. D'accord. Ça m'a donné encore plus envie. Alors que vous, Clément, c'est cuisine. Oui, moi je suis axé sur la cuisine, c'est juste simplement bac pro cuisine. Une vocation? Oui. Depuis pas mal de temps déjà. D'accord. Votre rêve, qu'est-ce que c'est? Ça serait d'ouvrir mon propre restaurant, travailler avec des produits locaux. Et donc ici alors, parce que Oui. vous êtes originaire de la région? Oui. D'accord. Parce qu'on vient de loin notamment pour profiter des enseignements du lycée hôtelier qui est décidément de plus en plus réputé. Oui, on recrute au-delà du bassin rhône-alpin. On a un internat pour tous les élèves qui sont lycéens. Et par contre, pour les étudiants de BTS, eux ont des logements sur place. Grenoble est une ville universitaire. Il y a des structures d'accueil importantes et nombreuses. Mais effectivement, on accueille des élèves de partout.
Et pour tout type de filière, puisque vous avez plusieurs enseignements, et des MOF qui sont sortis d'ailleurs de cette école, notamment en maître d'hôtel. Tout à fait. On a effectivement d'anciens MOF qui sont des MOF qui sont d'anciens élèves du lycée Lesdiguières. Donc on a à la fois des sections professionnelles sur le site du Clos d'Or, parce que vous savez que nous avons 3 sites. Sur le site de Beaumarchais, on a plutôt les filières post-bac, donc les BTS MHR, métier de l'hôtellerie et de la restauration, ou du tourisme, et des mentions complémentaires sommellerie par exemple, et évidemment les bacs technologiques STHR. Voilà. Et du côté du Clos d'Or, c'est vraiment tout ce qui est CAP cuisine, boulangerie, pâtisserie, bac pro cuisine, service, et puis des mentions complémentaires, service dessert à l'assiette. Voilà, c'est très varié. En fait, il y a une cohérence de l'offre de formation, et nous avons effectivement l'hôtel d'application. C'est notre particularité. Il y en a très peu en France. On vient de le voir là justement. Voilà. Et notamment, il a accueilli les coureurs du Tour de France en 2020. Tout à fait. Et il a accueilli le jury général, donc une dizaine de jurys du MOF. Il fallait leur faire à manger. Ah oui, midi, soir, accueillir et avoir toujours le sourire. Ce qu'ont réussi à faire nos élèves, puisque l'hôtel d'application fonctionne avec les enseignants et les élèves, il faut le savoir. Donc nos élèves sont très mobilisés. C'est vrai qu'il faut être très motivé, mais ils le sont. Les retours qu'on a post-MOF, c'est beaucoup de compliments qui sont adressés aux élèves, aux équipes enseignantes, alors plus largement au lycée, parce que vous imaginez comment le MOF a occupé toute la communauté. Et cet hôtel vient d'avoir cette année sa 4e étoile. Voilà. Et justement, est-ce qu'il y aura un avant et un après alors ? Oui, il y aura un avant et un après, ne serait-ce qu'en termes de dynamique impulsée au sein de l'établissement. Et de réputation. Grenoble va enfin rentrer sur la carte de la gastronomie. On est toujours, comme on dit, voilà, la petite sœur de Lyon, de la Savoie. Alors, il y a eu un travail très considérable fait à nos côtés par les partenaires institutionnels et économiques, mais en tous les cas, dans le cadre des soirées qui ont été proposées pour le MOF, les chefs étoilés d'Isère, aux côtés de M. Girardon, du chef Girardon, donc, se sont tous mobilisés pour, lors des repas, mettre en avant des produits du territoire. Voilà. Donc c'est quand même le MOF. Il y a le lycée Lesdiguières, effectivement, on a été le support technique, mais il y a aussi beaucoup de travail en partenariat avec la région, le département, la préfecture, Isère Attractivité, et puis, je ne peux pas tous les citer, mais tous les partenaires économiques, vraiment, les chefs étoilés qu'il y a en Isère, dans tous les domaines, parce qu'on a fait notamment appel à une ancienne MOF coiffure. Enfin, voilà. Ça a tellement été, ça a été incroyable, une dynamique incroyable autour du lycée. Eh ben, on vous félicite vraiment tous. Et on est très fiers parce que vraiment vous avez fait briller notre territoire et vous revenez quand vous voulez et moi j'irai chez vous, d'accord ? Avec manger chez vous. Avec plaisir, on vous montrera. On peut venir bien sûr dîner à l'hôtel Lesdiguières. Complètement. Oui. Il y a un système de réservation, soit vous appelez, soit vous regardez sur le site internet. Il y a un système de soirée à thème aussi sur chacun des 3 sites. Voilà, vous pouvez choisir un repas rapide ou sur le site du Clos d'Or, ou un repas un peu plus long aussi sur le site de Clos d'Or ou sur Beaumarchais, et la gastronomie à l'hôtel d'application. Eh ben, le rendez-vous est pris et peut-être une soirée à thème sur le Dakar, on ne sait jamais. Pourquoi pas réfléchir. Pourquoi pas. Bon, on reste avec les athlètes de haut niveau qui soignent ce qu'ils mangent, justement. Et c'est vrai qu'on peut faire ici un clin d'œil à la gastronomie, mais très peu pour Alexandre Giraud, on est d'accord ? Oui, après, je reste français, donc j'aime quand même ce qui est bon, et c'est super d'entendre ce qu'ils font. Et puis j'étais déjà venu d'ailleurs manger à Lesdiguières, et c'est vrai que c'est excellent. Ça vaut le coup, hein ? Ça vaut le coup, et puis je suis toujours impressionné, puisque l'investissement qu'il faut y mettre dans ce métier, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup de métiers qui demandent un tel investissement. Je suis toujours impressionné. C'est ça, et puis gastronomie, c'est plus forcément le Bocuse d'avant, voire Fernand Point. Oui. Non, aujourd'hui, la gastronomie, ça doit ne pas faire grossir non plus. Et faire diététique plaisir. aussi, en fait. Exactement. Voilà. Sinon, votre diététicien, il n'est pas content. Ouais. C'est compliqué derrière. On peut en parler d'ailleurs parce qu'il s'appelle comme vous, du coup, Alexandre Giroud, donc, qui est votre diététicien, Romain Giroud, le grand frère d'Olivier, donc, qui vous suit et vraiment qui suit aussi la préparation des athlètes, notamment des sportifs. C'est hyper important la diététique.
Oui, c'est très important. Après, c'est comme tout, je pense, on parlait, ça me faisait beaucoup penser à ce que je peux vivre la cuisine, puisque finalement, si le plat n'est pas dans le bon sens, on peut être pénalisé. Et je pense dans le sport, tout détail, le moindre détail est important. On peut perdre une course, une épreuve par un détail. Parce qu'on a trop mangé ou parce qu'on est un peu trop gros ? Si la personne a le même entraînement, va à la même vitesse, tout est pareil, peut-être que ça sera la diététique, en effet, qui fera la différence. Parce qu'on transpire Donc, dans un quad, on a besoin de... Voilà. Sur un Dakar, un petit peu, oui. 700 km par jour, ça commence à faire chaud. Ouais. On va revenir dans le détail justement de la course. Nous, on s'était dit rendez-vous dans un an. On n'y est pas tout à fait, mais vous êtes donc le premier vainqueur français du Dakar à bord d'un quad et vous repartez pour un tour en janvier. Tout à fait, oui. Après la belle année qu'on a vécue, on va essayer de remettre le titre en jeu et de prendre beaucoup de plaisir et de faire prendre beaucoup de plaisir aussi aux personnes qui nous suivent. On y retourne, là on est en Arabie Saoudite, à Jeddah, après avoir joué de malchance les éditions précédentes. 4e en 2019, et puis abandon en 2020 et 2021, après avoir été tout près justement de 2e, je crois. En 2e position, cette fois, personne ne pouvait contester cette victoire, elle était pleine et méritée. Oui, tout à fait. C'est vrai que après, on dit souvent, j'allais dire jeudi, mais beaucoup de sportifs le disent, et même dans le monde du travail, on va dire, c'est en perdant qu'on apprend, mais je pense qu'il n'y a rien de plus vrai. Aujourd'hui, c'est à force d'avoir des échecs, c'est qu'on travaille, qu'on rectifie ses échecs, soit on abandonne, et puis voilà, c'est fini, soit on dit, ça, c'est noté, je ne le ferai plus, ou en tout cas, j'éviterai, puis on progresse. On peut rappeler concrètement ce que ça représente, en fait, ces 2 semaines de course dans les dunes ? Le Dakar, voilà, c'est 2 semaines de course, c'est entre 12 et 15 heures sur la machine et c'est une moyenne de 700 km par jour. Donc c'est de la résistance au sommeil, le moteur, en fait, à quoi est-ce que ça se joue pour ceux qui sont très peu... Sportivement, pour moi, ça va être de la résistance physique, une préparation physique importante, une préparation mentale aussi importante. Vous dormez combien d'heures ? Aujourd'hui, j'ai une équipe, donc je dors beaucoup plus qu'avant. Je dois dormir entre 6 et 7 heures par jour. Donc c'est déjà pas mal. Mais, une équipe, c'est-à-dire tout un team autour de vous. J'ai la chance d'avoir, contrairement à mes 2-3 premiers Dakar, on a développé petit à petit. Au début, je faisais ma mécanique tout seul. Donc là, on ne dormait pas beaucoup. C'était 3 heures, 4 heures. Aujourd'hui, j'ai 2 mécaniciens, j'ai un team manager et puis quelqu'un qui gère la communication et la logistique. Donc, c'est quand même plutôt confort. Comme le Tour de France, finalement. Exactement. Une équipe à vous. Un peu ça. Et combien vous avez de concurrents ? Combien de participants au Dakar Quad ? Sur le Dakar, il limite la participation justement pour des raisons logistiques aussi. Donc, on oscille entre 25 et 30 en fonction des années. D'accord. Parce que c'est une discipline qui gagne des adeptes chaque année, le quad ? Aujourd'hui, ça reste quand même une niche. Depuis qu'il est parti en Arabie Saoudite, on tourne aux alentours avec le Covid, on a été entre 20 et 30. Quand on était en Amérique du Sud, c'était beaucoup plus compliqué, on était plus de 50. Aujourd'hui, ça reste quand même une niche. De là à vous dire que c'est la discipline de demain, il faut être honnête, c'est pas là où il y a le plus de pilotes sur le Dakar, mais il limite déjà le nombre de pilotes, donc autrement on pourrait être beaucoup plus. Ouais. Automoto, ça reste les rois. Les rois, vous allez me fâcher en disant ça, mais c'est eux qu'on va retenir. Ça reste, nous, on fait partie du classement moto, mais c'est vrai que ce qui est mis en avant, ça va être les autos, les motos, et après, derrière, il y a les quads, les camions. Et vous êtes tous récompensés en même temps, et sur un pied d'égalité. Après, ce qu'on vient surtout faire, c'est vivre l'aventure. Après, la récompense, tant mieux, mais c'est l'aventure. Tout à fait. Je ne vais pas vous vexer, bien évidemment. C'est un titre qui a changé votre vie ? Changer, oui, quelque part, puisque avoir un trophée comme ça, peu de personnes l'ont eu. Gagner le Dakar, c'est quand même exceptionnel dans la vie d'un sportif. Donc, vous avez droit à une étoile sur votre maillot. Voilà, à titre personnel, il y aura peut-être une étoile sur le casque pour marquer le coup cette année. 2 alors. Mais j'espère, voilà. Donc, mais c'est surtout qu'on a vécu une superbe aventure et ce que j'aime dans le rallye raid, c'est quand on est dans le désert, il y a que des valeurs qui restent présentes, qu'on ait de l'argent, pas de l'argent, qu'on ait une belle tenue ou pas. Ça disparaît, on est tout seul, livré à soi-même dans le désert et c'est des belles valeurs, je trouve. Vous prenez le temps de rencontrer des populations ? Alors en Arabie Saoudite, c'est plus compliqué, je ne vous cache pas, la population est moins présente, on est beaucoup plus rapidement aussi dans le désert, au fin fond du désert, donc on va même dans un petit quarter où il n'y a pas de population, ils n'y vont pas eux là-bas. Donc j'ai connu l'euphorie de l'Amérique du Sud où c'est vraiment des passionnés sport mécanique, donc là c'est autre chose.
Là, c'est un peu plus soft quand même. Et alors, ce n'était pas un aboutissement puisque vous y retournez. Donc, du 31 décembre 2022 au 15 janvier, ça fera donc 4 éditions sur ce territoire d'Arabie Saoudite. C'est un avantage de le connaître. Vous connaissez par cœur maintenant ce désert. Alors pour les spécialistes, on n'a pas Oise. Donc c'est compliqué, on reste dans le désert. Je pense que je repasserai sur la même route que l'année dernière. Je ne reconnaîtrai pas. Ça change avec le vent. Déjà, et puis au bout de 10 000 km dans le désert, c'est très compliqué de se reconnaître. En tout cas, pour moi, ça me change rien. Et vous vous êtes pas fixé de limite vous avez 45 ans là, je vais vraiment me fâcher. Là, non, 43, 2, 3, 42, 41. 41. On va laisser l'année passer. Moi, j'en ai 46. Mais bon. Je sais pas, il n'y a pas de quoi se fâcher, ça se vit bien aussi. Non, comme je dis, justement, là, je n'ai qu'un nombre. Aujourd'hui, c'est ce qu'on en fait. Et tant que j'ai la capacité, la forme physique, les partenaires qui me suivent, et aussi les gens autour, c'est très important pour moi, que ce soit la famille, les proches ou la population, les fans qui me suivent derrière. C'est vrai que c'est quelque chose qui motive. Cette année, on met des projets en place pour des associations comme Rêve, pour aussi, c'est le sujet du moment, avoir une émission de carbone neutre, puisque à date, je peux être responsable de ça, moi responsable de la fabrication d'un engin plus d'énergie renouvelable, on va dire, mais en tout cas, on essaye de mettre des choses en place pour montrer que des gens avoir une démarche plus vertueuse, en tout cas. Plus vertueuse à ce niveau-là. Et puis aussi, je suis très attaché, je suis parrain sportif du fonds de dotation du CHU de Grenoble, donc je suis attaché à ce genre de choses et je vais donc reverser 1 € du kilomètre que je parcours pour des enfants malades et ça fera aussi la motivation en plus sur ce Dakar. Perdez pas la motivation après être passé sur ce plateau. De toute façon, on ne peut pas la refaire. On est dans les conditions du direct. Je vous aurais donné 34 ans si je ne vous connaissais pas depuis quelques années. Donc voilà. Et c'est sincère. Oui, voilà. Il va se fâcher. Bien sûr. Donc, vous n'aimez pas réveillonner en station ou non? Parce qu'à un moment, en étant d'ici, j'ai eu la chance de le faire pas mal de fois. Je pense que ça reviendra le plus tard possible. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de réveillon. Et oui, parce que... Alors, j'ai appris qu'il y a un candidat qui s'appelle Frédéric, un concurrent qui s'appelle Frédéric Barlerin et qui était jusqu'ici en moto solo et qui va courir en buggy avec sa femme. Oui, tout à fait. Vous, c'est une option, non, peut-être pour se séparer, je pense que ça peut être un bon plan. Mais moi, c'est plutôt moi qui ai évoqué. J'ai dit pourquoi pas. Elle m'a dit pourquoi pas jamais. Elle m'a répondu. D'accord. Bon, on va voir si Frédéric et Magali, donc sa femme, vont tenir le coup, bien sûr. Mais vous êtes encore plus fort cette année, déjà tout seul. Ça, c'est une certitude, puisque vous avez ravi le titre de champion du monde des rallyes en quad à l'issue du rallye d'Andalousie que vous avez remporté. C'est ça la petite étoile dont on parlait sur le maillot. C'est un titre de champion du monde, donc. Voilà, c'était à l'automne dernier. Ça veut dire que vous êtes bien dans le coup, plus fort après ça. Plus fort, oui, en confiance. C'est sûr qu'on gagne le Dakar, on est champion du monde. Il y a quoi de mieux pour être en confiance? Donc on arrive sur le Dakar en pleine confiance. Maintenant, on sait que c'est une épreuve qui est longue, qui est dure, où la chance a sa part. Mais bon, tout le monde a travaillé très dur pour réduire la chance et d'être encore présent cette année et aller tenter un exploit, puisque gagner 2 fois le Dakar, ça sera plutôt un exploit. Mais on y croit. C'est pas irréalisable. Mais oui, il faut aller, et puis 2 fois, et 3 fois, etc. Vous habitez dans le Vercors. Rassurez-moi, vous ne faites pas du quad sur les sentiers dans le Vercors? Il y en a qui va passer par tous les sujets, je vais me faire attaquer. Non, mais ce n'est pas votre cas. Non. Aujourd'hui, je prône justement, c'est vrai que je fais du sport mécanique, comme je le disais, je travaille, je montre qu'on peut être fan de sport mécanique, sportif, et puis être responsable. Et je prône justement les endroits fermés, clos, ou en tout cas contrôlés. Déjà chez vous et sur le terrain avec le cheval. Voilà, c'est ça parce que pareil, on a des chevaux, donc je pense qu'il y a la place à tout le monde, il faut juste que ça soit contrôlé. Et en effet, dans le Vercors, c'est un milieu protégé, donc on le respecte, on est d'ailleurs content, on se promène à cheval, on fait des footings et voilà, et je pense qu'il y a la place pour tout le monde à tout moment. Ah non, mais c'est des sujets qui fâchent, mais pas pour vous, parce que votre démarche, elle est vertueuse. Et ça, on le sait. J'assume. Exactement. Ça se passe très bien. Non, mais tout à fait. Et il y a des quads électriques prochainement ou... Malheureusement, pour l'instant, c'est pas encore au point. C'est au même niveau que la moto. Je pense que c'est quelque chose qui va être compliqué. Je pense que ça ira plus vite si on parle de biocarburant, d'hydrogène.
l'électrique me paraît compliqué. Maintenant, je ne suis pas du tout un spécialiste. On laisse ça pour l'instant au Trophée Andros. Je fais ma démarche de mon côté, mais je suis ouvert et j'attends impatiemment qu'on puisse avancer sur ce niveau-là. Mais voilà, on fait appel au constructeur, puis on verra. Pas ouvert à l'Andros, parce que c'est un peu concomitant. L'Andros, après, l'année dernière, j'ai été invité, donc voilà. En tant qu'invité, mais pas voilà. concurrent. Donc, j'ai pu tester. C'est vrai que c'est assez impressionnant, ces engins électriques, donc affaire à suivre. On va aller très très loin des engins à moteur électrique, mais on reste dans la montagne. On va pas dans le Vercors, on va en face, dans Beldon, tout de suite. Avec notre invité. Reste avec nous, Alexandre. On reste amis. Oui. D'accord, parfait. On va. Non, en plus, on est très fans, donc là, on va être complètement derrière vous, bien évidemment. Bonne chance. On change effectivement d'univers, direction le hameau de Charpieu. Du Charpieu. Le Charpieu. Pardon. Voilà. Il se situe sur les côtés de Créan-Beldon. Au-dessus de Créan-Beldon, avant le col du Barriose. Tout à fait. Ouais. Ça monte. On descend sur Tess. Ça monte beaucoup, mais ça ne fait pas peur à grand monde, en tout cas parmi ceux que vous avez rencontrés. Nicolas Barachin, vous avez suivi ces personnes qui sont nées à la fin des années 20, 30, 40. 20, 30, oui. Ils ont travaillé. Combien de personnes au total, si on les compte? 7. 7, oui. Ils s'appellent René, Élise, Jules, Pierre. Adrien. C'est ça. Huguette. Adrien, Huguette. Ils ont travaillé. Robert. Et Robert, voilà. Et ils ont travaillé à la ferme avec les galoches aux pieds. Ils affrontaient la rudesse de l'hiver avec les moyens du bord et toujours avec le sourire, avec bonheur. Ces habitantes donc du Charpieu, c'est un hameau qui est quand même assez... À combien de mètres d'altitude? 950 mètres. À peu près 200 950. 950 mètres, voilà. Pourquoi vous les avez suivis, eux, et pourquoi ce hameau? Parce que je me suis retrouvé là il y a une dizaine d'années. Je suis parisien. Et je cherchais à m'aérer la tête, à être au calme, tranquille et tout. Et une amie m'a prêté sa maison de famille au Charpieu, que je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas du tout où c'était. Donc je suis allé au Charpieu. Pour un temps? Pour un temps, pour passer 2 mois. Je passe des périodes de 2 mois, 2 fois 2 mois par an à peu près là-bas, depuis 10 ans. Et donc, comme je fais des films documentaires, j'emmène mon matériel, je bricole, je monte, j'écris et tout. Et puis, au bout d'un moment, donc, mes voisins, dont on vient de parler, ils me disent « Mais si tu fais des films documentaires, pourquoi tu ne ferais pas un film documentaire sur nous ?» Parce qu'on va partir, c'est des gens qui ont 90 ans, entre 80 et 90 ans. Et notre parole, c'était une société basée sur la parole, beaucoup. Tout se passait des anciens. Oui, c'est peut-être la dernière génération où la parole est vraiment d'or. Oui, aujourd'hui, on a en plus, elle est écoutée par personne, parce que malheureusement, les jeunes générations, ça leur sert à rien de savoir comment on faisait avant et tout. Donc, c'est parti comme ça. Et vous avez réalisé ce documentaire, La parole des anciens, donc dans ce hameau, un film d'à peu près 1h20 peu près, où vous recueillez cette parole comme un témoignage d'une tranche de vie. Exactement. Avec des techniques qui peuvent nous paraître un peu archaïques aujourd'hui, et pourtant, ils en étaient très heureux. C'était ça aussi, votre objectif aussi, c'était de montrer que eux ont vécu face à un climat difficile. Il y avait 6 mois de neige, et puis on faisait tout à la main. C'était avant les machines, il n'y avait aucune machine. Et surtout, on faisait pour survivre. C'est-à-dire la ferme, ce n'était pas nécessairement pour vendre, c'était pour vivre. C'était pour vivre, absolument, parce qu'il n'y avait pas ni de sécu, ni de chômage, ni rien. Il n'y avait aucun soutien social. Donc on mangeait ce qu'on créait. Et donc, ils avaient leurs 400 vaches chacun, et puis il fallait faire du grain, il fallait faire les foins, il fallait faire tout pour le blé, pour faire le pain, quelques brebis pour la laine, et pour faire les tricots, et pour faire les couvertures. On faisait tout soi-même, dans une autonomie complète, et assez admirable, je trouve. Oui, évidemment, ça nous rend tous très humbles aujourd'hui. Oui, complètement. Vous de Paris, nous de Grenoble. Qu'est-ce que vous avez appris d'eux, en fait? Vous les avez suivis pendant 5 ans?
qu'est-ce que j'ai appris? On apprend toujours avec des gens comme ça, quoi. C'est leur tranquillité, leur relation à la vie, à cette vie qui était dure quand même. Et au travail, qu'il y allait et tout, quoi. Ça posait aucun problème, quoi. Il fallait le faire, on le faisait. Ça, je trouve, c'est assez admirable quand même. Moi, j'ai appris pas mal de trucs non plus. Vous savez ce que c'est la galoche? C'est la galoche, vous allez savoir. La galoche, en fait, c'est la chaussure. Ouais. Et lorsque ça glissait avec une semelle de bois, parce qu'il faut quand même que ce soit solide, ils mettaient des clous, c'est ça quand ça glissait, ou des chaussettes. Ça, c'est les a beaucoup fait rire, regardez. On y mettrait des vieilles chaussettes pour pas glisser, comme la filet sous les... Ah oui, d'accord. Oui, les vieilles chaussettes, ça glissait pas. Pas de bottes, hein, c'était les galoches. Pas de bottes, ni de souliers, rien du tout. C'était simplement du cuir autour d'un bois cloué, et puis c'était ça. Et on n'avait pas froid hein, dans la galoche. Non. C'était sur du bois. Moins que sur le cuir. Ouais. Et tout le monde portait ça. Alors. Oui, c'était ça. Dans le temps, c'était ça, les gars. Il n'y avait pas de jaloux, pas d'orgueil. On était tous égaux. C'était la chaussure. Et c'était bien, c'était bien. Il y a même des fantaisies. Voilà, là, et déjà, c'était bien. Hop, donc ça a l'air une horreur ce truc, mais c'était bien. Hein, on était tous égaux, on se regarde pas, on porte pas une marque, on porte pas... Ça, c'est un message incroyable que vous transmettez aux générations. Vous êtes super... Non, mais vous êtes très, très bien élevés, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne sait pas ce que c'est, on découvre. Et on est tellement à... Il y a un monde, en fait, entre ces personnes et le nôtre aujourd'hui. Absolument, ouais, c'est un autre monde. C'est votre but, ça, de le montrer, ça? Bah oui, évidemment, parce que c'est notre mémoire, quand même. C'est patrimoine, même. Et si vous voulez, moi, dans mon travail de documentariste, c'est fondamental. C'est mon travail pour la mémoire, pour transmettre les choses, pour... vous vous rendez compte, dans 50 ans, les petits-enfants, quand ils vont voir ça, les galoches, les gens qui traient à la main, les bûcherons qui coupent les arbres à la hache. Oui, alors on a vu, on va en voir d'autres. Moi, alors déjà, on a vu Nathan, qui a essayé les galoches et qui a... Bon, ça n'a pas l'air quand même hyper confortable quand même le pas. Mais n'empêche, ça veut dire qu'ils apprennent. Donc eux, ils sont du hameau, ces jeunes. Oui, autour. Oui, voilà, autour ou la famille. Donc ils apprennent. Mais au-delà des techniques que vous évoquez, il y a aussi cet état d'esprit, déjà. Et ces valeurs-là. Oui, absolument. Et de s'adapter toujours et de faire avec, comme il faut faire avec. Bon, et puisqu'on parle des activités, alors on apprend à traire déjà, on apprend beaucoup de choses autour du lait, les foins, bien sûr. C'est pas facile, les foins, puis ça aide à tenir chaud. Et puis, évidemment, ça nourrit les bêtes pendant l'hiver. Ça, on n'a plus trop le droit, hein, je crois, de faire fumer son... Hein. Maintenant, ils peuvent le faire, semble-t-il. D'accord, si c'est tout... Oui, c'est il y a contrôlé. eu un moment, c'était interdit, et maintenant, il faut qu'ils préviennent à l'avance les pompiers. D'accord. Pour pas que les pompiers arrivent en voyant la fumée. Ouais, parce que c'est moins... Et en général, ils font ça, ils savent très bien le faire, quoi. Jamais ils foutraient le feu, ils feront pas quand il fait chaud, beau, machin, tout ça, quoi. Oui, tout à fait. On apprend aussi à affiler de la laine, avec un rouet. Oui, avec un rouet. Avec un rouet, regardez, vous voyez? Et c'est pour ça qu'on élevait les brebis avant, pour avoir la laine. D'abord, l'agneau, ça pouvait servir à manger aussi. Et les brebis, ça servait à la laine. Et le pain. Voilà comment on fait le pain. Voilà. Vous pouvez le faire. Alors, il n'y a pas qu'au lycée hôtelier qu'on apprend à faire le pain comme ça. Ça, c'est la technique. Voilà, on boule et on y va. Donc, c'est incroyable. En fait, votre documentaire, c'est une sincérité. C'est une parole vierge recueillie de la part de ces personnes. On vous entend aussi leur poser ces questions, mais c'est cette parole qui sort sans aucun artifice et qui est bourrée d'enseignements. Absolument. Et qui vont sûrement nous servir bientôt, peut-être. Alors nous, on est très fiers de le diffuser sur Télé Grenoble. J'espère qu'il... Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, là, c'est un film d'1h20, qui est une synthèse, parce qu'on a fait, en fait, un film de 10 heures, où il raconte plus en détail les choses, c'est-à-dire l'alpage, comment on montait, comment l'alpage, ça se gérait. C'est une série, alors. C'est une série, c'est ça. Oui, allô, Netflix. Oui. Donc, il va y avoir des petits qui iront... Et donc, on a réussi... Donc, il y a les différentes
thème, comment ils faisaient le fromage, comment ils conservaient le lait, parce qu'ils n'avaient pas de frigo, bien entendu. Donc j'ai fait cette synthèse que j'ai réussi à amener au bout, mais ces 10 heures, il reste encore 8 heures de choses qui sont vraiment, vraiment intéressantes, où ils racontent dans leur quotidien et tout, c'est tout leur quotidien qu'ils racontent. Et pour ça, j'ai pas de financement, parce qu'à la fin, il faut terminer, faire des DVD, il faut les mettre dans les médiathèques, il faut le montrer dans les écoles, montrer aux enfants comment ça se passait et tout. Allô, les partenaires, ils sont là, regardez, la caméra est devant vous, lancez un appel tout de suite. Alors, vous allez sur proarty.fr, qui est un site de financement. Ouais. Proarty. P-R-O-A-R-T-I. Proarty.fr, qui est un site de financement participatif, qui en plus est dans le domaine du mécénat, ce qui veut dire que vous récupérez 60% de vos dons, vous mettez 100, vous récupérez 60 en dégrèvement d'impôts, ça vous coûte que 40, et vous cherchez la parole des anciens, vous faites un truc de recherche, la parole des anciens, et là vous mettez des sous, et en échange vous aurez des cadeaux. Des cadeaux, déjà la recette du fromage de là-haut, moi je veux bien, il n'y a pas de problème. Voilà. Bah oui, bien sûr. Je vous remercie beaucoup Nicolas Barachin, c'était un vrai plaisir. Je souhaite une très longue vie à votre documentaire et à votre longue série. Alors, hein ? Voilà. Alexandre, on touche du bois tous ensemble et puis on se retrouve en janvier. Ça marche, D'accord ? avec plaisir. Avec un nouveau trophée. J'espère. Moi aussi. Et merci beaucoup à vous. On se retrouve avec des collerettes tricolores et plein de beaux élèves à vous. Merci beaucoup encore d'avoir participé à cette émission. À très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.